si vous voulez, l'essentiel de mon propos, finalement, ça a été dans un monde où on voit souvent la statistique comme étant quelque chose qui vient de l'extérieur et s'imposant à une pauvre société qui n'en peut mais, des hommes qui voient se débouler sur eux la statistique comme quelque chose qui vient de l'étranger et qui s'impose à eux. En fait, mon propos, c'est plutôt de retourner la perspective et d'aller chercher dans la manière qu'ont les êtres humains de vivre ensemble ce qui va induire ensuite le règne du nombre, à la fois dans un rapport à la nature, mais aussi dans le traitement des affaires humaines. Alors, je vais passer, pour des questions de temps, sur les débuts de la statistique en Europe, donc on peut dater à peu près disons, de la fin du XVIe siècle, ça se développe au XVIIe ou XVIIIe siècle, et puis ça va arriver, comme je l'ai dit, à l'explosion du XIXe siècle. Évidemment, une explosion, il faut qu'il y ait du combustible. Donc il a bien fallu qu'il y ait quand même déjà des pratiques statistiques qui soient mises en œuvre pour qu'au XIXe siècle, la statistique puisse connaître cette brusque accélération. Mais je vais me concentrer plutôt sur ce qui se passe au XIXe siècle et essayer de comprendre pourquoi, à partir des pratiques statistiques qui avaient pu être élaborées auparavant, tout d'un coup, on va avoir cette extraordinaire efflorescence de la pratique. Alors, pour cela, je relie de manière essentielle l'explosion des pratiques statistiques avec l'avènement des grandes sociétés d'individus qui ont lieu, qui se produit précisément à cette époque. Alors, pour ça, j'ai besoin de m'attarder juste un petit moment sur les deux termes que je viens d'employer. Je vais parler de société et d'individu, donc sur ces deux termes, individu et société, qui sont d'ailleurs profondément liés. Alors, le mot individu, qu'on retrouve dans toutes les langues européennes, individual en anglais, individuum en allemand, individuo en italien, en espagnol, en portugais, etc. Bon, ça a évidemment une racine latine, individuum, et qui a servi aux Romains à traduire en leur langue le grec atomos, littéralement, qu'on ne peut pas couper. Alors, dans le latin médiéval, le mot individuum servait à désigner l'objet indivisible auquel on parvient au terme d'un processus de division. Partant du genre, une première division donne les espèces, puis des sous-espèces, puis à travers les variétés, sous-variétés, etc. Et au bout d'un moment, on arrive à un endroit où on est obligé d'arrêter la division parce qu'on tombe sur un élément qui ne se divise plus, c'est qu'on va appeler en grec l'atome, en latin l'individuum. Et c'est à partir seulement du XVIIe siècle que le terme individu a commencé à être employé pour désigner spécialement un membre de l'espèce humaine. Et cet emploi a été solidaire d'un retournement. L'individu, de terme d'une division, s'est mis à être envisagé comme point de départ à partir duquel tout le monde humain va se constituer. Pour le résumer en une formule, dans l'ancien monde, je était le singulier de nous, dans le nouveau, nous devient le pluriel de je. Et ce retournement est allé de pair avec un changement dans la forme générale de la pensée, parce que le monde antique et médiéval était formé d'éléments foncièrement hétérogènes, mais pour autant, cette coexistence d'éléments hétérogènes n'était pas un chaos ou un simple entassement, une simple juxtaposition. Elle formait au contraire un cosmos, c'est-à-dire au sens premier du terme, un ensemble bien ordonné, une harmonie. Et la clé pour pénétrer cet ordre était l'analogie qui faisait se correspondre les différentes strates de l'être sans les confondre, les mettait en résonance les unes avec les autres. Et quant à l'homme, il trouvait sa place dans le cosmos en s'insérant comme il convenait dans le gigantesque réseau analogique dont il était tissé. Alors la pensée moderne, elle, est naturaliste. Ici, vous reconnaissez peut-être la classification que fait Philippe Descola dans son livre
de la nature et culture, entre les 4 grandes formes de pensée qui retrouvent dans les différentes cultures humaines, entre totémisme, animisme, analogisme et naturalisme. Et dans la sphère occidentale, on peut dire que les temps anciens et médiévaux étaient dans une pensée de type analogique, alors que la pensée moderne est de type naturaliste. Donc, dans la pensée naturaliste, on va concevoir le monde comme foncièrement homogène. Et l'événement emblématique du passage à l'ancien mode de pensée au nouveau est l'avènement du système de Copernic, qui efface la frontière ontologique, si structurante dans la pensée analogique, entre monde terrestre et monde céleste. Du point de vue moderne, la Terre est une planète parmi les autres et l'univers dans son entier est formé du même type d'éléments obéissant aux mêmes lois que la science met au jour. Ce qui permet à Galilée de dire que l'univers est écrit en langue mathématique, c'était que pour les anciens, il y avait le monde terrestre, le monde céleste. Le monde céleste, on pouvait l'étudier avec les mathématiques, parce qu'il exhibait de manière évidente des régularités. En fait, en revanche, le monde terrestre était beaucoup trop parcouru. Il y avait des naissances, des morts, des décroissances, des conjonctions, etc. Et, comme le dit Aristote, ce serait ridicule de décrire ce monde en changement perpétuel avec les objets immuables des mathématiques. Il y avait une hétérogénéité telle entre la réalité terrestre et les mathématiques que ça n'aurait eu aucun sens que de vouloir donner une description mathématique du monde terrestre. En revanche, Aristote reconnaissait tout à fait que les mathématiques étaient à leur place pour l'étude de l'astronomie. Et vous voyez qu'avec Copernic, si la Terre devient un élément céleste parmi d'autres, en fait, cette distinction qu'il y avait entre monde terrestre et monde céleste n'a plus aucun sens. Et donc, en fait, si les mathématiques sont valables pour les réalités célestes, il n'y a pas de raison qu'elles ne soient pas valables également pour les réalités terrestres, qui deviennent fondamentalement de même nature. Mais en même temps que le monde devient homogène, la césure entre ce monde homogénéisé et l'être humain, entre la substance étendue et la substance pensante, dans les termes de Descartes, va se radicaliser. L'être humain n'est plus une singularité parmi d'autres singularités, il est le seul à être véritablement singulier en tant que seul pourvu d'une intériorité. Au sein du monde, sa conscience va se trouver comme insularisée. Alors bien entendu, une forme de pensée n'en anéantit pas une autre, et l'analogisme n'a pas disparu, comme un certain naturalisme pouvait déjà exister avant la modernité. Mais la forme de pensée dominante a changé en passant de l'analogisme au naturalisme. Et c'est à la lumière de ce changement que peut se comprendre non pas la dynamique d'individualisation et d'égalisation des conditions en elle-même, dont l'histoire occidentale des derniers siècles a été le théâtre, mais en tout cas son caractère irrésistible, souligné au XIXe siècle par Tocqueville. En effet, à partir du moment où les consciences humaines se trouvent ainsi isolées au sein du monde, il n'y a plus rien de mondain qui puisse établir une mesure commune entre elles. Une phrase que j'aime beaucoup de Nietzsche qui résume bien la situation, il dit « Chaque âme a son monde propre, pour chaque âme, chaque autre âme est un arrière-monde ». Et parce que chaque individu transcende par sa pensée le monde matériel, aucune hiérarchie a priori ne peut plus être justifiée entre ces individus. Il faut voir que l'égalité moderne, j'ai beaucoup de temps à comprendre ça, mais l'égalité moderne, elle ne vient pas d'une comparaison entre les êtres humains, puis on se rend compte qu'en gros, ils sont égaux les uns aux autres, parce que précisément, à partir du moment où on se met à les comparer, on va être d'autant plus sensible à tout ce qui les différencie. Et donc, en fait, les êtres humains ne sont pas égaux les uns aux autres. Mais c'est à partir du moment où, en fait, ils vont être vus comme pourvus d'une intériorité, et que chaque intériorité est incommensurable aux autres intériorités, c'est cette existence de l'incommensurable à l'intérieur de chaque être humain qui va fonder une égalité au sens où, précisément, ils deviennent des incomparables les uns par rapport aux autres. Ce qu'exprime à sa manière la formule cartésienne, qui veut que le bon sens soit la chose du monde la mieux partagée,
mais chez Descartes, ça ne veut pas dire que chacun pense de la même manière, ça veut dire que chacun va juger des choses à partir de sa propre pensée, et c'est pour chacun sa propre pensée qui fait référence. Alors cette nouvelle conception de l'individu va entraîner nécessairement un bouleversement dans la manière de penser la vie collective. En latin, le champ sémantique du mot societas était extrêmement large, mais le terme désignait préférentiellement ce qu'on appellerait aujourd'hui une association, une union, une alliance, une mise en commun sur une base volontaire, active et intéressée. Il est très frappant de constater par exemple que la locution sociale bellum, il faut traduire littéralement par guerre sociale, n'évoquait pas pour les Romains un conflit interne à Rome, mais la guerre qui éclata en 90 avant Jésus-Christ entre la République romaine et ses alliés italiens. Et donc vous voyez que la guerre sociale pour les Romains, c'est une guerre entre associés. Ce n'est pas une guerre civile, comme on le dirait aujourd'hui. Et les définitions qu'au XVIIe siècle on donnait du terme société sont tout à fait dans cette ligne. Dictionnaire de Richelet en 1680, société, contrat de bonne foi par lequel on met en commun quelque chose pour en profiter honnêtement. Voilà. Vous voyez ? La société ne désigne pas ici les formations humaines en général, mais seulement celles qui résultent d'un contrat orienté vers un but. Et d'ailleurs, c'est le sens que ça a conservé aussi en français moderne dans les sociétés commerciales. On comprend alors pourquoi le mot va avoir une telle fortune à l'époque moderne, puisque concevoir le monde humain comme société, c'est sous-entendre que l'individu préexiste à la vie en commun et qu'il n'entre dans cette vie en commun que par un acte délibéré. Ce ne sont pas les individus qui reçoivent l'existence de la société, c'est eux qui constituent la société parce qu'ils le veulent ainsi et parce qu'ils en attendent des bénéfices. On retombe sur la formule que j'avais citée tout à l'heure, où ce n'est plus « je » qui est le singulier du « nous », mais le « nous » qui est le pluriel de « je ». Dictionnaire de Furetière en 1690, société, assemblée de plusieurs hommes en un lieu pour s'entre-secourir dans les besoins. Les sauvages vivent avec peu de société, les hommes se sont mis en société pour vivre plus commodément et plus poliment, etc. Donc vous voyez encore une fois insister sur le caractère délibéré et sur la préexistence d'individus séparés avant l'existence de la société. Alors on pourrait se dire, ça c'est français, dictionnaire anglais de Samuel Johnson en 1755, Society, Union of Many in One General Interest. Vous voyez, bon, on retrouve Numbers United in One Interest. Donc on retrouve exactement cette définition de la société. Donc penser la vie en commun en termes de société, c'est concevoir cette vie sur un mode contractuel et utilitaire. Et une telle conception nécessite une dissociation préalable des anciennes communautés pour en abstraire les individus qui ensuite sont appelés à vivre en société. Et celui qui a parfaitement compris vraiment à la fois le phénomène et l'importance considérable de ce phénomène, il n'y a peut-être pas plus grand événement au cours des derniers siècles en Europe, c'est Ferdinand Tönnies dans son célèbre livre Gemeinschaft und Gesellschaft, Communauté et Société, et où justement il conteste le fait qu'on puisse appeler n'importe quelle forme de vie collective une société, comme on en a pris l'habitude à l'époque moderne. Il fait la différence entre deux grands modes d'existence collective que sont la communauté et la société, et il voit la modernité comme le passage de l'un à l'autre. Et ce que dit Tönnies, c'est selon la théorie de la société, celle-ci est un groupe d'êtres humains qui, comme dans la communauté, vivent et demeurent pacifiquement les uns à côté des autres, mais qui, au lieu d'être essentiellement liés, sont au contraire essentiellement séparés. Et alors que dans la communauté, ils restent liés en dépit de tout ce qui les sépare, dans la société, ils restent séparés en dépit de tout ce qui les lie. Fin de citation. Je pense que l'essentiel est dit dans cette phrase. La société n'unit les hommes qu'après leur dissociation préalable en individus et ne les unit qu'en tant qu'individus séparés. Et la fortune extraordinaire du mot à l'époque moderne et contemporaine est liée à cette opération. Et quand on y réfléchit un instant, on s'aperçoit que la locution contrat social
et finalement pratiquement pléonastique. Dans les termes du Sieyès de 1789, je cite, « Les volontés individuelles sont les seuls éléments de la volonté commune ». Ou encore, toujours le même Sieyès, « Qu'est-ce que la volonté d'une nation? C'est le résultat des volontés individuelles, comme la nation est l'assemblage des individus. » Et toujours en 1789, Toussaint Guiraudet, député à la Constituante, écrit « La nation française est une société d'environ 25 millions d'individus vivant sous une constitution ou système de loi qu'elle s'est faite et sur un espace d'environ 29 milieux carrés. » Vous voyez? Donc on a des individus et puis qui vont se rassembler en une nation, mais qui existent préalablement à cette nation. C'est eux qui décident de faire nation et ce n'est pas eux qui reçoivent l'être d'une communauté auquel ils appartiendraient d'emblée. Alors, au sortir de la Révolution, un certain nombre de formes anciennes ont été réhabilitées, mais leur statut ne sera plus le même. Bon, je ne vais pas m'attarder trop longtemps là-dessus, mais la dynamique individualisante était bien trop puissante pour que les restaurations puissent les contrecarrer. Phrase de Royer-Collard en 1822, il dit « Nous avons vu la vieille société périr ». Alors il emploie le terme de société parce qu'il est déjà contaminé complètement par l'usage de ce terme. Justement, l'ancienne société n'était pas une société. Enfin bon. Nous avons vu l'ancienne société périr et avec elle cette foule d'institutions domestiques et de magistrature indépendante qu'elle portait dans son sein, faisceau puissant des droits privés, vraie république dans la monarchie. En fait, ça veut dire justement que la monarchie était constituée fondamentalement par des communautés. Pas une n'a survécu et nul autre ne s'est élevé à leur place. La Révolution n'a laissé debout que des individus. Spectacle sans exemple, on n'avait encore vu que dans les livres des philosophes une nation ainsi décomposée et réduite à ces derniers éléments. Et en fait, ce qui va se passer dans la première moitié du XIXe siècle, c'est précisément quelque chose qui était tout à fait inouï, inédit dans l'histoire, c'est qu'on va avoir un mode d'existence collectif qui va se faire sur cette base d'individus conçus comme séparés, isolés, existant préalablement à la société, et la société, ça va être leur rassemblement sur une base plus ou moins contractuelle. Alors, en même temps,